Bonjour, une vidéo super importante aujourd'hui, une vidéo qui va être, on va dire qu'elle a une jambe en seconde et une jambe en spécialité de première. Je vais traiter de l'avancement d'une réaction chimique. Donc il y a un double objectif dans cette vidéo, c'est que tu saches établir le tableau d'avancement d'une réaction. Donc c'est cette partie qui est un petit peu hors programme. Et le deuxième objectif, c'est que tu saches ce qu'est un mélange stoichiométrique, ce qui est au programme de seconde, mais qui sera beaucoup plus facile à comprendre si tu sais faire un tableau d'avancement. Alors, je vais partir sur une situation donnée. Un ficus qui doit être arrosé et, en fait, qui consomme un demi-litre d'eau par jour, admettons. Ce qui correspond à environ 24 mols. Donc on va imaginer que cette plante reçoit chaque jour 24 mols d'eau. Et en fait, on va se poser comme question, chaque jour, en fait, elle va pouvoir former combien de mols de glucose? Et ça, on va pouvoir y répondre grâce à un tableau d'avancement. Parce que si la plante est éclairée, en fait, elle va faire la photosynthèse. Et la photosynthèse, comme on l'a vu précédemment dans une vidéo, c'est la réaction chimique qui s'opère en présence de lumière entre le dioxyde de carbone et l'eau, et on forme donc le glucose et du dioxygène. Et on avait appris dans une vidéo précédente à équilibrer la transformation chimique, qui est donc équilibrée si on met des coefficients 6, 6, 1 et 6. Donc l'équation bilan équilibrée, je dis bien équilibrée, c'est, on va dire, la première ligne du tableau d'avancement. Ensuite, comme dans toute histoire, il y a un début, un milieu, une fin. C'est ce qu'on va représenter les trois lignes suivantes. Le début, c'est ce qu'on va appeler l'état initial. Et il y a une grandeur qui va fixer où on en est dans l'histoire. C'est une grandeur qu'on va appeler l'avancement, d'où le nom du chapitre, qu'on va noter X, et dont la valeur va augmenter au fur et à mesure que la réaction chimique se fait. Sachant qu'au départ, comme la réaction chimique n'a pas encore commencé, X a pour valeur 0. Dans le milieu de l'histoire, donc X va augmenter, augmenter, on part de 0 et on augmente, 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 jusqu'à une certaine valeur qu'on appellera X max et qui fixera la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'état final de la transformation chimique. Alors évidemment, dans l'état initial, qu'est-ce qu'on va mettre dans les cases du tableau? On va simplement mettre les quantités de matière des différentes espèces au départ. Donc on nous a dit, alors je pars du principe que j'ai 30 mols de dioxyde de carbone. Bon voilà, c'était pas dit dans l'énoncé mais je le dis. Donc ce nombre il sort d'où? Je le dis simplement. Donc ça on accepte les valeurs. Donc c'est 30 mols au départ de CO2, 24 mols d'eau. Et par contre, quand la réaction chimique n'a pas encore commencé, il y a 0 mol de glucose et 0 mol de dioxygène rejeté. Ces valeurs, ce sont les valeurs, les quantités de matière initiale des réactifs et des produits. Et elles sont généralement données dans les énoncés, ou alors l'année prochaine, vous devrez les calculer. L'état intermédiaire, le milieu de l'histoire, c'est quoi? Alors écoutez, parce que c'est très logique. Les réactifs, par définition, ils réagissent entre eux. Donc il y en aura de moins en moins. Donc en fait, on part d'une certaine valeur de départ. C'est comme si on avait 30 € au départ et qu'on dépense. Et c'est comme si cette personne avait 24 € et dépensait de l'argent. Donc, je pense que ça va vous paraître logique que pour les réactifs, en fait, il reste à un moment donné ce qu'il y avait au départ, moins ce qui a été consommé. Okay? Et pour les produits, en fait, à un moment donné, il y aura ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire rien, plus ce qui s'est formé. Dernière chose, la vitesse à laquelle les choses se consomment et la vitesse à laquelle les choses apparaissent, en fait, c'est le coefficient stoichiométrique d'une certaine façon. Donc plus le coefficient est grand, plus ça veut dire que la consommation est forte ou la production forte. Donc par exemple, on voit qu'il y a 6 fois plus de O2 produit que de glucose, parce que 6, c'est 6 fois plus grand que 1. Donc si on fait un peu l'amalgame de tout ça, voilà ce que donne la ligne du milieu. Donc je vous l'explique comment on la forme, vous allez voir c'est très facile.
Vous commencez par recopier les nombres qu'il y avait au départ, vous les recopiez. Vous voyez, le 30, je le recopie, le 24, je le recopie, le 0, je le recopie, le 0, je le recopie. Ensuite, pour tout ce qui est à gauche de la flèche, les réactifs, vous mettez des signes moins, car ce sont des espèces dont la quantité va diminuer, qui se consomment. Et par contre, quand vous passez à droite de la flèche, vous mettez un plus, parce que ce sont des choses qui vont apparaître, se former. Ensuite, une fois que vous avez mis les signes, vous descendez, vous abaissez le coefficient stoichiométrique. Donc le 6, je l'écris là, le 6, je l'écris là, le 1, je l'écris là, et le 6, je l'écris là. Dernière chose, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Vous écrivez ensuite au bout X dans chacune des cases. Et là, vous avez fini. À l'état final, vous recopiez intégralement la case du dessus, mais vous remplacez X par X max, puisqu'à l'état final, X prend la valeur X max. Et maintenant, comment est-ce qu'on termine le travail? Alors ça, je vais vous le montrer. En fait, la réaction, elle s'arrête de manière logique. C'est quand, à un moment, un des réactifs a été complètement consommé. Si une des deux quantités, 30 ou 24, diminue, s'il y en a une des deux à un moment qui tombe à zéro, la réaction s'arrête instantanément. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle espèce va s'épuiser en premier. Est-ce que c'est le CO2? Est-ce que c'est l'eau? Donc pour le savoir, en fait, on va devoir envisager tous les cas possibles. On va faire des hypothèses. La première hypothèse, c'est le CO2 qui va tomber à zéro, qui va s'épuiser en premier. Si le CO2 s'épuise en premier, ça veut dire que sa quantité tombe à zéro. Sa quantité, elle est désignée par cette case du tableau, 30 moins 6x. Donc ça veut dire que 30 moins 6x à un moment tombe à zéro. Et en fait, la quantité 30 moins 6x tombe à zéro pour quelle valeur de x? Si vous résolvez l'équation du premier degré, vous trouverez x est égal à 5,0 mol. Je peux vous donner une technique pour être très rapide. En fait, x, c'est toujours cette valeur-là divisée par cette valeur-là. Toujours. Ok? Donc, voilà. C'est pour vous permettre de le faire très rapidement au cas où vous n'êtes pas très à l'aise avec les équations du premier degré. Vous avez la valeur de x qui annule cette case-là si vous faites 30 divisé par 6. Ok? Voilà. On va faire maintenant comme hypothèse que c'est l'eau qui s'épuise en premier. Ça veut donc dire que 24 moins 6x est égal à 0. Et si vous avez un peu compris ce que je vous ai dit précédemment, on peut directement trouver la valeur de x même de tête. X, cette case-là s'annule quand x vaut 24 divisé par 6. Ok? C'est-à-dire 4. Donc, si on pose l'équation, donc hypothèse 2, H2O est le réactif limitant, ce qui veut donc dire que réactif limitant, ça veut dire qu'il s'épuise, qu'il tombe à 0. Donc un réactif limitant, ça veut dire que sa valeur, sa quantité vaut 0. C'est pour ça que j'ai écrit 24 moins 6x égale 0. Et de là, j'ai une équation du premier degré dont l'inconnu est x et j'en tire x. Et j'ai dit, soit vous résolvez l'équation, soit vous faites directement lui divisé par lui, c'est-à-dire 24 divisé par 6. Auquel cas, on trouve 4. Comment on fait pour savoir quelle est l'hypothèse qui est vraie, qui se passe dans la réalité? Eh bien, vous comparez les deux valeurs de x que vous trouvez, les deux solutions des équations. Et l'hypothèse vraie est celle qui correspond à la plus petite valeur de x. Donc comme ici 4 est plus petit que 5, c'est l'hypothèse 2 qui est la vraie. C'est ça qui se produit dans la réalité. Donc comme 4 est plus petit que 5, ça veut donc dire que l'hypothèse 2 est valide. Ça veut donc dire qu'à x max, on donnera la valeur de 4. Et ça veut donc dire que l'eau est le réactif limitant. Du coup, comment on trouve les valeurs en mol qui correspondent à la fin de la réaction chimique? Eh bien, partout dans le tableau, là où vous avez comme valeur x max, vous allez remplacer x max par 4 et faire le calcul. Exemple, ici, dans cette case-là, il faudra marquer la valeur qui correspond à 30 moins 6 fois 4. 6 fois 4, c'est 24. Donc 30 moins 24, c'est 6. Ça veut donc dire qu'il restera 6 mol de CO2 à la fin. Dans cette case, il faut écrire le résultat de 24 moins 6 fois 4. Pourquoi 6 fois 4? Parce que 4, c'est x max. Et du coup, 24 moins 24, ça fait 0. Donc on confirme bien que H2O est tombé à 0.
Dans cette case-là, il faudrait écrire le résultat de 0 plus 1 fois 4, c'est-à-dire 4. Et dans cette case-là, il faudrait écrire le résultat de 0 plus 6 fois 4, c'est-à-dire 24. J'affiche les résultats. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez calculé les valeurs en mol de chaque espèce à l'état final, c'est ça le bilan de matière. Et on pourra écrire le bilan de matière à l'état final. Ben, il reste 6 mols de dioxyde de carbone qui n'ont pas été consommés. Toute l'eau aura été consommée par la plante, les 24 mols auront été consommés. On aura formé 4 mols exactement de glucose. Donc on a pu répondre à la question puisque c'était ça qu'on s'était posé au départ. Et on a formé 24 mols de dioxygène. Donc la plante, en buvant, en consommant 24 mols d'eau par jour, eh bien, elle synthétise 4 mols de glucose par jour. Je vais maintenant traiter d'une question particulière. On a vu tout à l'heure donc que quand on avait consommé toute l'eau, il restait du CO2. Il restait 6 mols. Et je vais me poser maintenant la question suivante. En fait, il aurait fallu mettre quelle quantité de CO2 au départ pour que les deux réactifs soient complètement consommés, pour qu'il n'y ait pas de reste, pour que les deux réactifs tombent à zéro à l'état final. Et en réalité, il n'y a pas besoin de refaire un tableau d'avancement, je pourrais vous le démontrer, mais c'est juste une question de proportionnalité, et je vais vous montrer la règle de proportionnalité qu'il faut suivre. Sachant que un mélange pour lequel les deux réactifs tombent à zéro à l'état final, c'est ça qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Et ça suit une loi de proportionnalité bien particulière. Regardez. En fait, ça doit forcément vérifier que la quantité de matière initiale de CO2 qu'il faut mettre pour que le mélange soit stoichiométrique, donc la quantité de matière initiale de CO2 divisée par son coefficient à lui, donc 6, doit être égale au nombre de moles de H2O au départ, c'est-à-dire 24, divisé par le nombre stoichiométrique qui correspond à H2O, c'est-à-dire 6. Et là, vous vous retrouvez avec un produit en croix. On cherche lui, donc il faut faire ça fois ça divisé par ça. Et donc en faisant le calcul, eh bien, on trouverait 24 moles. Donc ce qui veut dire qu'on aurait eu un mélange stoichiométrique tout à l'heure si au lieu de mettre 30 moles de CO2 au départ, on avait mis 24 moles aussi. Et à ce moment-là, si vous faisiez un tableau d'avancement, vous pourriez le faire si vous avez envie, en mettant 24 moles au départ de CO2 et 24 moles de H2O, si on refaisait le tableau d'avancement depuis le début, on se rendrait compte d'un cas très particulier, c'est que les deux hypothèses du tableau donneraient la même valeur de x. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait comme valeur de x, pour une des équations c'était 5, et pour l'autre, la solution, c'était 4. Et bien dans ce cas-là, quand un mélange est stoichiométrique, vous trouvez la même solution pour les deux équations. Et ici, en l'occurrence, ce serait 4. Et la signature, ce serait qu'à la fin, en fait, CO2, il y aurait 0 mol à la fin, dans le tableau d'avancement, et H2O aussi. Voilà. Alors, il y a évidemment une application pratique hyper importante au mélange stoichiométrique, et ça, tu le verras dans la prochaine vidéo qui traitera des titrages. Mais avant ça, tu vas faire le petit exercice suivant pour voir si tu as bien tout compris. Alors, je te propose de reprendre l'équation bilan qu'on avait pris en fil rouge dans la vidéo précédente sur les réactions chimiques, à savoir la combustion du propane dans le dioxygène. Donc là, tu peux directement repartir de l'équation bilan de la dernière fois si tu as la flemme de la refaire. D'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire. Et je te demande quel est le bilan à l'état final de cette transformation, ce qui va donc forcément te demander de faire un tableau d'avancement. Et ensuite, je te pose comme question, quelle aurait dû être la quantité de matière initiale de propane pour que le mélange initial ait été stoichiométrique. Voilà, je te laisse faire ce travail en mettant la vidéo sur pause et on se retrouve quand tu le souhaites pour le visionnage de la fin de la vidéo. Ok, alors, il faut commencer par faire un tableau d'avancement. Donc ça, je vais le dire. Donc 1, dressons un tableau d'avancement de la réaction. Deux points. Alors, il me faut
Alors, allez, je vais faire les choses bien. En noir. Tac. Et puis, pas trop épais. Please. Voilà. Donc, je vais me tracer les traits du tableau, au moins les traits horizontaux. Donc, clac. 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 Et je vais laisser un peu plus de place là pour... Ok. Alors, du coup, je vais encore en tracer un. Genre celui-là. Et comme j'anticipe un peu, ouais, je vais essayer de partager ça de manière... du coup, je vais... Ah oui, là, je suis en train de faire une dinguerie. C'est pas grave. Ok. Donc là, je les ai tracés à la main. C'est pas très grave. Ok, alors, donc la réaction chimique, c'était quoi? C'était 1. Non, alors, je mettrai les coefficients en couleur. Donc, C3H8 plus O2 qui donnait du CO2 plus de l'eau, H2O. Là, je vais écrire état initial, x égale 0, état intermédiaire x, et là, état final, x prend pour valeur x max. Alors les coefficients stoichiométriques, je vais les mettre en rouge. Donc on avait un 1 ici, on avait un 5 ici, on avait un 3 ici et on avait un 4 ici. Voilà. Et l'énoncé, alors du coup, je vais prendre du bleu pour t'expliquer les choses. Donc on a 3 moles. Ce que je vais faire dans cet exercice, non, je vais tenir compte des chiffres significatifs. Allez, je vais être un bon petit soldat. Donc j'ai 3 moles, 3,0 moles de lui, j'ai 20 moles de lui. Et si on n'a pas d'informations sur les produits, c'est sous-entendu qu'il y en a 0. Ok. Donc, je vais te montrer comment faire le tableau. Donc la ligne du milieu, regarde bien, c'est automatique. Hein. Tu commences par recopier les valeurs qu'il y avait dans les cases d'au-dessus. Donc 3,0, 20, 0, 0. Ensuite, pour tout ce qui est à gauche de la flèche, on met un signe moins. Pour tout ce qui est à droite de la flèche, on met un plus. Ensuite, je prends le stylo rouge et j'abaisse les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les coefficients rouges. Donc 1, 5, 3, 4. Et dernière étape, j'écris X au bout. Tu vois, c'est assez simple. En fin de compte, c'est assez automatique. Donc là, maintenant, c'est un peu du recopiage. Donc ça va prendre un peu de temps. En fait, je vais recopier dans la dernière case celle d'au-dessus, mais au lieu d'écrire X, je vais écrire X max. Donc là, je ne vais pas trop commenter. En fait, je vais juste écrire X max. 20 moins 5 X max. Alors 0, ouais, allez. Je vais vraiment faire le bourrin pour que ce soit hyper clair pour toi. Voilà. Sauf que maintenant, pour calculer quelle valeur il faut mettre, eh bien, je suis obligé de faire les hypothèses. Alors, je vais essayer, ouais, je réfléchis pour qu'il y ait la place pour tout. Je vais te montrer une variante, au final. Non, je vais rédiger de manière classique. Alors, je vais rédiger genre comme ça. Alors, hypothèse 1. C'est le propane qui s'épuise en premier. Puisqu'on ne sait pas en fait si c'est C3H8 ou O2 qui tombe à 0. Donc il faut envisager les deux cas. Hypothèse 1, C3H8 est le réactif limitant. Ok. Donc ça veut dire que
3,0 moins 1x est égal à 0. Et là, si tu résous l'équation, tu trouves x est égal à 3,0 mol. Hypothèse 2. O2 est le réactif limitant. Alors ça équivaut à ce que la quantité 20 moins 5x tombe à 0. Et le résultat, tu fais 20 divisé par 5. Donc ce qui fait 4,0 mol. Voilà. Et de ça, comme on sait que 3 est plus petit que 4, x max, bah, c'est la plus petite valeur des deux, donc 3 mol. Et ça correspond à quelle hypothèse? C3H8 est le réactif limitant, en vrai. Donc c'est l'hypothèse 1 qui est la bonne. Et à partir du moment où on sait que x max vaut 3 à la fin, ben du coup maintenant je peux calculer les valeurs finales qu'il y a dans chacune des cases du tableau. Donc pour la première, je fais 3 moins 1 fois 3, ça fait 0 mol. Pour O2, ça fait 20 moins 5 fois 3, donc c'est 20 moins 15, donc ça veut dire qu'il restera 5 mol de dioxygène à la fin. Du CO2, on en aura formé 3 fois 3, c'est-à-dire on en aura formé 9 mol. Et de l'eau, on en aura dégagé 4 fois 3, c'est-à-dire 12 mol. Donc pour répondre finalement à la question 1, il voulait le bilan de matière. Oui, j'aurais dû écrire bilan de matière à l'état final. Donc à l'état final. Et là, c'est du recopiage. Je vous dis, c'est bête et méchant. Quantité de matière de C3H8. Oh putain. Ok. Ok, alors là. Sois gentil. C3H8 à la fin, c'est 0. La quantité de matière de O2, le petit f veut dire à la fin, c'est 5 mol. La quantité de matière de CO2 à la fin, c'est 9 mol. J'ai pas vraiment tenu compte des chiffres significatifs ici, j'avoue. J'aurais dû rajouter des virgules 0, mais 12 mol. Voilà. On va pouvoir répondre à la question 2. Alors, le mélange initial aurait été stoichiométrique. Donc vous voyez que là le problème c'est que O2 en fait ne tombe pas à 0. Donc en fait on va se poser comme question, donc là volontairement je vais barrer, au lieu de mettre un 3 au départ dans cette case là, ici là, c'est-à-dire ici là, au lieu de mettre un 3 au départ, en fait il aurait fallu mettre quelle valeur pour que les deux tombent à 0 à la fin. Donc c'est ça qu'on va chercher. Donc je vais l'appeler, donc le mélange est stoichiométrique s'il vérifie donc la fameuse proportionnalité. Donc si la quantité de matière de C3H8 initiale, donc j'écris un I, divisé par, donc le coefficient qu'il y a devant lui c'est un 1 dans l'équation, est égal à la quantité de matière de O2 initiale divisé par 5. Or, NO2 initial, on le connaît, en fait c'est 20 mol. Donc vous voyez que dans le produit en croix, en fait on connaît tout le monde, sauf NC3H8 initial, donc on le déduit par le calcul. NC3H8 initial est donc égal à 1 fois 20 divisé par 5, c'est-à-dire 4 mol. Donc si au lieu d'un 3 ici, je vais l'écrire en rose, si au lieu d'un 3 on avait mis un 4, ça veut dire que regardez la différence, en fait je vais le faire rapidement, je vais corriger en rose. Là on aurait eu un 4, là on aurait eu un 4, et vous voyez qu'on aurait eu la même valeur pour les hypothèses. Les deux hypothèses auraient été vraies en même temps, il n'y aurait pas eu d'inégalité, les deux hypothèses auraient été vraies en même temps, et entre 4 et 4, la plus petite valeur c'est 4. Donc x max aurait été égal à 4. Ok? Donc dans ce cas-là, si on recalcule
les cases finales du tableau. On aurait eu ici 4 moins 1 fois 4, bah 0. Là, 20 moins 5 fois 4, 20 moins 20, bah 0. Et vous voyez bien qu'on dans ce cas-là, on obtient 0 pour les réactifs. Et du coup, on aurait formé un peu plus de produit. 3 fois 4, on aurait formé 12 moles de CO2 au lieu de 9. Et on aurait formé 4 fois 4, 16 moles de H2O au lieu de 12. Voilà, j'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à faire et à refaire cet exemple. C'est hyper important pour l'année prochaine, en particulier si tu penses continuer à faire des sciences. Ciao!